Comment on a pu passer de ça à ça? Bienvenue chez Sophisticated Soul Club, et aujourd'hui on va tenter de comprendre comment la pratique du sport a pu influencer notre façon de nous habiller, et puis dans la seconde partie, on parlera des pièces que tu mets tous les jours et qui pourtant sont issues du monde du sport. Avant ça, je te propose de t'abonner et de liker la vidéo si tu veux m'encourager et permettre à la chaîne de se diffuser davantage. Alors, comment on a pu passer du complet intégral à la tenue casual que tout le monde connaît? Eh ben, une des pistes de réflexion, c'est l'arrivée du sport dans nos modes de vie. Bien que les premières traces de sport remontent à l'Antiquité, un tournant majeur s'est opéré à partir des 18 et 19e siècles. En effet, la révolution industrielle et les changements sociétaux de cette période ont profondément transformé les modes de vie en Europe, modifiant la manière dont les gens travaillent, vivent et occupent leur temps libre. Déjà l'exode rural. Le début de la révolution industrielle a entraîné une migration massive des campagnes vers les villes où se concentraient les usines et les emplois. C'est cette forte concentration de population, nouvelle pour l'époque, qui a modifié radicalement nos modes de vie. Les gens sont passés des travaux agricoles physiques et exigeants à des emplois industriels, souvent sédentaires et répétitifs. Les rythmes de travail furent également bousculés. D'une philosophie du travail libre mais rigoureux et exigeant, on leur imposa un rythme acharné et industriel, sans réel droit et limite. Les heures de travail dans les usines étaient souvent de 12 à 14 heures par jour et limitaient les opportunités de loisirs. À mesure que les droits des travailleurs s'amélioraient, notamment grâce aux luttes ouvrières, le temps de travail fut progressivement réduit, créant ainsi du temps libre pour les loisirs et le sport. Et c'est ainsi que la notion de loisir changea totalement dans l'imaginaire collectif. Il faut savoir qu'avant la révolution industrielle, les loisirs et les activités physiques étaient principalement liés aux fêtes religieuses ou communautaires. Avec la montée en puissance de la classe ouvrière urbaine et la réduction des heures de travail, une nouvelle conception du temps libre est apparue. Le sport et les loisirs devinrent des moyens d'occuper ce temps libre, en particulier pour les ouvriers cherchant à échapper aux dures conditions de vie et de travail de la ville. Le sport devint un des éléments clés de la culture ouvrière. Les équipes de foot, par exemple, représentaient souvent de petits villages, des usines ou des entreprises, créant un sentiment d'appartenance et de cohésion. Le foot en particulier, grâce à son faible coût, est rapidement devenu un sport de masse pour la classe ouvrière. À mesure que les équipes se professionnalisaient et que les compétitions s'organisaient, le sport est devenu une source de divertissement et un exutoire face aux tensions sociales liées aux conditions de vie particulières. Ainsi, on vient apparaître dans les villes industrielles des parcs, des terrains de jeu et plus tard des stades, offrant des espaces dédiés aux activités physiques et sportives. Les industriels qui souhaitaient améliorer la productivité et la santé de leurs ouvriers encouragèrent la pratique d'activités sportives et contribuèrent fortement à la construction de gymnases, de terrains de cricket, de foot ou de rugby. Les idées des Lumières et du 19e siècle encouragèrent une vision holistique du corps et de l'esprit. L'éducation physique commença alors à être intégrée dans les systèmes éducatifs, en particulier dans les écoles britanniques et allemandes, pour renforcer à la fois la discipline, la santé et la morale. Ils mirent l'accent sur la promotion de la santé physique et de l'unité nationale à travers l'exercice. C'est à cette période que les règles furent formalisées et que des vêtements particuliers furent développés dans l'idée d'avoir une tenue dédiée à la pratique de tel ou tel sport, comme on le verra dans la deuxième partie de la vidéo. On voit très bien ce phénomène en Angleterre, avec des écoles comme Eton ou Harrow qui ont joué un rôle clé dans la codification des sports modernes. Le moment clé de l'histoire du sport en Europe fut la renaissance des Jeux Olympiques de 1996 à l'initiative du baron français Pierre de Coubertin qui s'était donné pour objectif de promouvoir le sport comme outil éducatif et pacificateur à l'échelle mondiale. Jusqu'à maintenant, on a parlé des sports classiques et pratiqués par les classes ouvrières comme le foot et le rugby, mais il y a une autre face de la pièce dont on va parler dans un instant, c'est la pratique du sport par les classes sociales supérieures. Pour les classes ouvrières, l'exode rural était un aller simple, et jusqu'à l'arrivée des congés payés au début du XXe siècle, le retour à la campagne pour les repos et les loisirs était un privilège réservé aux classes moyennes et supérieures. Les loisirs des bourgeois et des aristocrates étaient réellement axés sur les activités de plein air, nécessitant du matériel coûteux, comme la chasse, l'équitation et la pêche, qui étaient des passe-temps populaires pour ces classes. Les aristocrates possédaient souvent des résidences secondaires à la campagne, où ils se rendaient régulièrement pour pratiquer ces activités, notamment pendant les week-ends ou les périodes de vacances. C'est grâce à ces activités que le style masculin prit également un virage grâce aux tenues confectionnées pour ces occasions, comme le costume en tweed ou les pulls de cricket, et c'est ce dont on va parler maintenant.
Comme les Anglais ont l'habitude de le dire, forms follow function, et c'était absolument vrai à cette époque, puisque c'est grâce à cette philosophie qu'on a pu créer des tas de pièces qu'aujourd'hui on porte dans un registre casual ou même casual chic, alors qu'à l'époque on considérait ça comme une tenue de sport. Là, les standards ils ont bien changé. D'ailleurs on commence avec la veste sport. Aujourd'hui elle est portée dans des occasions plutôt formelles, alors qu'à l'époque c'était une veste dépareillée faite pour le tir. Elle permettait une plus grande liberté de mouvement et avait plusieurs poches pour ranger ses cartouches. Son tissu était lui aussi plus résistant, dans un drap de laine bien plus épais et avait généralement des motifs à carreaux et plus largement tous les motifs dérivés du tweed. C'est dans ce registre mais aussi dans celui de la chasse qu'on retrouve la veste Norfolk créée par le duc de Norfolk en 1860. Toujours dans le délire sport avant, formel maintenant, on a le costume en tweed. Originaire d'Angleterre, il était auparavant dédié à la chasse et protégeait des ronces, du vent et globalement au climat merdique des Anglais. Un costume en tweed c'est lourd, raide et rêche, et les pantalons étaient souvent doublés pour protéger les jambes et éviter de se gratter. Au niveau des couleurs, on est sur du marron ou du vert, et pour les motifs, on peut trouver du pied de poule, du chevron et du prince de Galles, qui étaient conçus pour se fondre dans l'environnement pendant les parties de chasse. Si tu cherches un Français qui parle de tweed, tu peux aller voir l'Instagram d'Alex Cormac, qui apprécie particulièrement le tweed, et en passant, oublie pas de t'abonner au mien d'Instagram. Tu ne perds pas le nord, Pierre Valentin. Jamais. Pour finir dans le registre formel, on va parler du blazer. J'en ai déjà fait une vidéo qui retrace l'histoire et les tenues que tu peux faire avec un blazer, et elle est ici si ça t'intéresse. Dans notre cas, on parle du rowing blazer, qui était fait avec un drap de laine épais et porté par les équipes d'aviron anglais pour se protéger du temps. Encore. Il était et est toujours aux couleurs d'une équipe ou d'une école et peut avoir un blason cousu sur la poitrine. Dans la catégorie pull, on a le polo de rugby et le pull de cricket. Ces pulls étaient également aux couleurs des équipes et font partie intégrante des styles Preppy et Ivy League. Pour la chemise, on a la fameuse chemise en Oxford à col boutonné, utilisée par les joueurs de polo. L'Oxford Close est un tissu plus résistant que la popeline et les boutons sur le col évitaient que ce dernier ne flotte et ne bouge comme c'est le cas avec un col classique non boutonné. Et pour finir, on peut parler du polo, mais pas du polo Ralph Lauren dont on a parlé dans la dernière vidéo, mais du polo de tennis de René Lacoste qui date des années 20 et qui reste une icône portée avec un chino ou un pantalon de costume. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, et si elle t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner et à commenter la vidéo. Si tu souhaites être informé des actualités de la chaîne, tu peux t'abonner à la newsletter qui se trouve juste en dessous dans le premier lien dans la description. C'était Arthur pour Sophisticated Soul Club, en te souhaitant une bonne semaine.